Coucou les foufous de Kung Fu, je suis de retour avec la partie 3 de Kung Fu Panda. Alors qu'est-ce que ça donne ce film? Tout le monde s'accorde pour dire que c'est le moins bon de la trilogie, mais est-il intéressant malgré tout? Parce que les deux premiers ont quand même mis la barre très très haute. Eh bien voyons ça après le résumé speed. Oogway est tranquillou au royaume des esprits, mais sa quiétude vient être perturbée par l'arrivée de son ancien ami Kai, un bœuf chelou qui a des points de suture sur le corps. Peut-être le premier animal de la Chine à avoir fait de la chirurgie esthétique, qui sait. Kai s'empare du chi de la tortue et revient dans le monde des mortels. Il envoie alors son armée de jade au palais de jade, ça fait beaucoup de jade, pour débusquer le guerrier dragon, celui qui est destiné à le battre. Au palais, Shifu donne sa dernière leçon. Il est pas mort, je vous rassure, il confie les rênes à Po, juste pour le ridiculiser, ce qui ne manque pas. D'ailleurs, c'est à croire que Po a perdu toutes les notions de Kung Fu en entraînant les 5, c'est assez incroyable. Bref, Po sent que la régression a un goût amer, surtout quand des canards inutiles viennent mettre à mal son ego. Sérieux, ils sortent d'où pour carrément dire que Po mérite pas d'être guerrier dragon? Ils ont vu le 2 ou quoi? Enfin bon, apparemment dans ce pays on n'a pas le droit à l'erreur. Bref, Po frôle la crise cardiaque lorsque Shifu sort de nulle part. Celui-ci lui annonce de manière peu subtile sa prochaine étape, maîtriser le chi, la force qui circule en chacun de nous, celle qui nous lie à l'univers. Apparemment du coup c'est ça la prochaine étape de l'apprentissage de Po, mais pourquoi est-ce que Shifu lui annonce ça maintenant par contre disons que ça aide bien le scénario. Po n'a pas le temps de souffler car au restaurant il fait la rencontre de son Popa, le vrai, le panda. Il l'emmène donc faire le tour du palais de Jade, aux grandes dames de son père. Loi du coup, on s'y perd, père, vous avez compris. Bref, la petite scène est amusante et elle fait écho au premier film, lorsque Po découvre le musée du palais. Ensuite, le village est attaqué par des guerriers de jade, ils sont ridicules, et très vite maîtrisés d'ailleurs. Kai les rappelle après avoir identifié sa cible, Po. Shifu recherche dans ses parchemins qui pourra être ce fameux Kai. Il en trouve un écrit de la main d'Oogway, racontant que jadis, il était son frère d'armes, et que Kai avait sauvé Oogway en le portant jour et nuit sur ses épaules lorsque celui-ci avait été gravement blessé. Kai arriva à un village panda en haut des montagnes. Ceux-ci apprirent à Oogway le pouvoir du chi, mais Kai en voulait plus et se servit du chi des autres pour devenir plus puissant. Oogway dut alors le stopper en le renvoyant au royaume des esprits, et s'il revenait seul, un véritable maître du chi pourrait le vaincre. Il est assez extrémiste, Oogway. Po se dit que bon c'est une mission pour Shifu, mais bon quand même faut pas pousser, Shifu il a pas vraiment envie de faire ça, après tout il est bon qu'à faire pousser des fleurs. Lee, le père de Po, propose d'emmener Po dans son village pour lui apprendre le chi. Au cours du voyage, Po se rend compte que Monsieur Ping s'est infiltré dans son sac pour le suivre. Après un long voyage, ils arrivent tous au village, où il reste pas mal de pandas, même si la moitié sont consanguins, vu leur tête, mais bon faut les comprendre, c'est pas si simple de survivre. Et si je ne m'abuse, il y a pas 36 femelles non plus, donc ça complique les choses. Du coup, je me demande d'où viennent tous les gosses, parce qu'il y en a un tas, franchement, dans ce village. De leur côté, Gru et Mante sont envoyés pour débusquer Kai, et tombent sur des maîtres kung-fu au rabais, et sur la cachette de Kai. Désobéissant aux consignes de Shifu, Gru et Mante affrontent Kai. Après l'avoir localisé, les deux guerriers se font latter, et changés en zombies de jade. Arrivé au village, Lee commence à enseigner à Po à se comporter comme un panda. Confiant, Po suit ses directives. Po apprend donc à devenir un panda, à dévaler une pente en roulant, à manger plus, à dormir jusqu'à 16 heures. Kai n'a qu'à bien se tenir. Et d'ailleurs, en parlant de ce gros bœuf verdâtre, il arrive à l'avaler, et malgré les efforts de Cyclone restants, il parvient à détruire le palais de Jade et à capturer les guerriers, à l'exception de Tigresse qui s'enfuit pour informer Po. Celui-ci demande à accélérer son entraînement, mais Lee lui avoue la vérité. Les pandas eux-mêmes ont perdu le secret du chi et son entraînement n'avait d'autre but que de retenir Po le plus longtemps possible pour le convaincre de s'installer définitivement au village. Choqué et pas content au passage, Po se dispute avec son père, il se met alors à préparer un entraînement solo pour se préparer contre Kai, en créant d'ailleurs une poupée en bois qui rappelle beaucoup le punching ball du premier film. Ping va alors réconforter Lee en lui avouant avoir eu peur qu'il lui vole son fils. Il pose le portrait fait il y a peu à côté de celui de la femme décédée de Lee. Son fils a besoin de ses deux pères. Voyant que les villageois ont décidé de rester, Po décide de les entraîner pour parfaire sa stratégie contre Kai. Po a retenu la leçon de son échec précédent et compris qu'il ne doit pas façonner les autres selon ses désirs, mais il peut leur apprendre à exceller dans leur propre discipline. Kai rejoint le village des pandas et envoie ses zombies de jade pour capturer Po, mais les villageois les ridiculisent une fois de plus. Po dévale alors la pente et dans une explosion de neige, il baisse son petit doigt, renvoyant Kai au royaume des... Non, ça ne marche pas. C'est vrai qui t'a appris le coup du doigt? Ça ne marche que sur les mortels.
Du coup, Kai fait un méga bad flip à 360 degrés et expulse Po, l'envoyant jusqu'au village. Celui-ci comprend qu'il a échoué. Mais bon, Kai, tel le bon méchant qu'il est, Tai la discute avec Po et insiste bien sur le fait que ça ne marche que sur les mortels. Tu as compris, Po? Les mortels. Bref, Po comprend qu'il doit se sacrifier en enlaçant tendrement Kai. Il se fait lui-même la prise du doigt Uchi, les envoyant tous deux dans le royaume des esprits. Kai, un petit peu furax, tente de s'emparer du chi de Po pour revenir, mais dans le royaume des mortels, tous se mirent en cercle. Ils joignirent alors leurs mains et prirent conscience que Po les a aidés à être eux-mêmes. Usant de leur instinct, les pandas, Tigresse et Monsieur Ping envoyèrent leur chi à Po, qui se libéra alors de l'emprise de Kai, parachevant sa transformation en guerrier dragon. Qui est-il? Il se posait la même question. Un disciple? Un maître? Le fils du noix, le fils d'un panda, et en réalité, il est tout ça à la fois. Et c'est de tout ça qu'est né le guerrier dragon. Po crée un immense dragon de chi qui explose Kai comme un joujou, rappelant la scène où Tai Lung se mord sa propre queue d'ailleurs. Ensuite, Po laisse Kai tenter d'absorber son chi, mais la puissance est trop grande et Kai disparaît, victime de son ambition démesurée. Les zombies de Jade reviennent à la vie et donc sont envoyés dans le monde des vivants, enfin que Maître Croc, Maître Poulet, Maître Ours et les 5 cyclones, parce que sinon ils avaient pas de budget, faut croire. Oogway apparaît alors à Po, lui révélant que son voyage est arrivé à son terme et qu'il l'a sélectionné en raison de son ascendance et de son lien profond avec le yin et le yang. Po comprend que c'est Oogway qui a envoyé le message à Lip, lui faisant comprendre que son fils était toujours en vie. Po, devenu le successeur officiel d'Oogway, choisit de retourner dans le monde des vivants à l'aide de son nouveau pouvoir. Pauvre Shifu quand on y pense, les fins de film sont toujours les plus dures pour lui. Bref, au palais tout le monde s'entraîne, le chi circule en chacun et tous ensemble, étant une part de l'univers, firent revenir la paix dans la vallée de la paix justement, ça tombe bien. Le chi circule tout autour, faisant pousser les fleurs. Ah là là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film parce que la plupart des idées utilisées sont géniales en fait. Je dirais que c'est l'exécution qui est un peu bancale, enfantine presque. Ce film aurait mérité une relecture ou un budget plus conséquent. Parce qu'en effet, ce qui pêche le plus dans ce film, c'est que le monde semble très très vide. On parle de maître Kung Fu vaincus de par le monde, mais on n'en voit aucun. Et en plus, Kai n'est pas suffisamment abruti pour ne pas les utiliser. Et ceux qui me diront oui, mais il ne peut peut-être pas tous les contrôler ou pas contrôler un grand nombre. Alors pourquoi il utilise Maître Poulet dans ce cas? Franchement, il n'y a pas mieux en stock. Pareil qu'il a même capturé le chi de Tai Lung d'ailleurs. Alors bon, on va se dire que ceux qui sont morts, ça aide Kai simplement à se matérialiser dans le monde des vivants. Mais par contre, pour les autres, il n'y a pas d'excuse. Bref, lorsque Maître Croc, Ours et Poulet débarquent dans ce désert vide, je trouve que ça fait vraiment cache-misère et je me dis que ça doit être dû à un manque de budget. Autre problème, c'est le manque de subtilité. Certes, dans le 2, Shifu annonçait la technique de la paix intérieure pile au bon moment, de manière sortie un peu de nulle part, mais c'était pas important parce que c'était le tout premier power-up de Po. Mais là, Shifu refait carrément la même chose, limite le même texte, avec la même musique. Tu seras détenteur d'un pouvoir que tu n'imagines pas. Et pouf, démonstration de la technique en question. Alors c'est vraiment dommage parce que le fait que la prochaine étape du voyage de Po soit la maîtrise du chi, c'est hyper cohérent parce que le chi il est déjà présent dans le premier et c'est la meilleure chose pour terminer d'ailleurs la saga de Kung Fu Panda. Le truc c'est que c'est pas finaux comment c'est amené. Bim, Shifu fait la démo à Po pour rien d'ailleurs, on sait pas pourquoi il le fait, peut-être pour se faire mousser, et 2 jours après, un guerrier sorti de nulle part s'empare du chi des autres et il nous faut un guerrier du chi pour le vaincre. Chi par-ci, chi par-là, chihuahua, vous comprenez que c'est pas hyper subtil. Autre défaut, c'est l'humour omniprésent. J'ai rien contre l'humour, mais là, il est vraiment poussif. Dans le premier, il y avait déjà plein de blagues, bien sûr. Et même dans le 2, d'ailleurs, qui est très dramatique, pourtant, il y a plein de blagues. Mais quand il fallait être sérieux, ça l'était. Là, Po est censé avoir peur, et pourtant, il tourne tout en dérision. Il ne prend rien au sérieux. Et même le moment épique où il dit ce qui fait le guerrier dragon, il en rajoute une couche d'humour, t'as pigé, t'as vu le dragon derrière moi. C'est un peu lourdingue et Po d'ailleurs est un peu trop hyperactif dans ce film, je trouve. Il essaye vraiment tout le temps de caser des blagues toutes les 2 secondes, ce qui fait que je trouve qu'il a régressé psychologiquement depuis le 2. Mais bref, parlons des personnages. Alors, on a les 5 cyclones qui ne servent encore à rien, n'ayant qu'une scène courte de combat où ils se battent tous ensemble. Sort du lot, encore une fois Mante, sauf que là, il est carrément ridiculisé. Il n'écoute pas Shifu en attaquant Kai, ce qui est déjà pas terrible en tant qu'élève, et en plus il le fait de manière impulsive, alors que pourtant lorsqu'il est face à Kai, il pointe ses antennes. Enfin, sérieux, c'est pas comme si le monde était en danger, je veux dire. Du coup, Gru intervient et son combat contre Kai est beaucoup plus respectable. C'est le seul cyclone qui brille un tant soit peu dans le film. Parce que sinon, il y a Tigresse, et même si elle est la seule à survivre à l'attaque de Kai, ça ne fait pas d'elle un personnage avec un arc scénaristique.
Elle fait de la figuration, si vous voulez. Elle sert de messager pour Po et de poupée pour une petite fille attardée. Franchement, c'est une grosse déception. Même si il est vrai que son personnage n'est pas forcément très utile pour l'intrigue. Mais c'était pas le cas non plus pour le 2 en fait, et pourtant son personnage était génial dans le 2. Sinon, Shifu est plutôt cool, mis à part ce que j'ai cité en fait précédemment. Il est sérieux quand il faut l'être et drôle quand il faut l'être. Son rôle est même légèrement mieux que dans le 2. En plus, lorsqu'il se fait battre par Kai, dans une scène d'ailleurs rappelant son affrontement face à Tai Lung, c'est à travers ses yeux qu'on voit la destruction du palais de Jade, rendant l'acte vraiment plus impactant, sachant que ce palais est toute sa vie. Ça montre la différence entre les deux élèves de Kai, celui qui a choisi le bien et l'autre le mal. Alors, sinon on a les maîtres de Chine qui sont des cache-misères, même pas bien faits en plus. Franchement, lequel de ceux-là inspire le respect? Même Maître Croc qui était dans le 2 est ridicule. En plus c'est bizarre, limite incohérent de le voir seul et pas accompagné de Maître Buff, parce que plus tard on dira que Maître Buff a été capturé, mais du coup pourquoi ils ne partent pas ensemble? Là on dirait carrément un autre personnage venu d'une autre ville. Bon après je chipote, hein, c'est quand même sympa de le revoir, mais là franchement c'est pas non plus la meilleure apparition. Sinon on a Ogoe qui pour le coup est toujours aussi intéressant, parfois drôle, toujours avec un temps d'avance, et ses paroles de fin sont encore et toujours super belles et à double sens. Non, il n'y a rien à redire, j'avais peur qu'on le fasse revenir pour rien, mais non, c'était une très très bonne idée et c'est très bien exécuté. On a Monsieur Ping qui est un personnage vraiment cool dans ce film. Sa rivalité avec Li Chan est crédible et pas trop poussive, ça offre une superbe scène où il réconforte Li. C'était compliqué de faire un film avec le retour du père de Po, alors qu'à la fin du 2, ça faisait comprendre que Po considérait Loi comme son père. Il y avait un vrai risque de régression dans les comportements de chacun, mais je trouve que les scénaristes s'en sont très bien sortis. Il est moins intéressant que dans le 2, mais malgré tout il est très bien écrit. Bon, sauf la partie où il s'attache au petit panda, parce que celle-là je trouve qu'elle sert clairement à rien, elle aurait vraiment dû être coupée cette scène. Li Shan est le personnage à ne pas rater. Et bravo, mission accomplie. Il est très réussi, suffisamment enfantin pour le rendre attachant et drôle, mais il sait être aussi ce qu'il est censé être en priorité, un père. La scène où il parle de sa femme décédée est très pudique et touchante, je trouve, et sa relation avec Po est vraiment sympa. Peut-être que la scène où ils se revoient tous les deux est un peu trop légère et tournée en dérision, mais je pense que ça n'aurait pas été non plus pertinent de la rendre tire-larme, surtout pour la progression de la suite de l'histoire et de leur relation, donc je pense que c'était un bon choix. Po dans ce film est insupportable. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il est assez... je pense que c'est le personnage le plus énervant du film. Il doute de qui il est, alors que bordel, c'était tout le thème du 2 de savoir qui il était. On peut pas faire ça sans le rendre complètement versatile, même si la scène où il prend conscience de qui il est, et qu'il est tout à la fois, c'est l'une des plus belles scènes de Kung Fu Panda, hein, mais c'est pas très logique. Son évolution en tant que maître est parfaitement cohérente, cela dit. Et d'ailleurs, elle est très intéressante. Sa relation avec ses deux pères est pas mal du tout, et lorsqu'il se sacrifie pour les autres, c'est vraiment classe. Par contre, son plus gros problème, c'est de faire des blagues toutes les 2 secondes. Ça empêche complètement l'immersion, et parfois c'est même un peu gênant. Cela dit, comme c'est le héros, il a le droit à un gros développement, et même si c'est clairement pas le meilleur des 3 films, son personnage est quand même intéressant, c'est sûr. Alors, sinon on a les autres pandas qui servent malheureusement pas à grand chose. Après, c'est super dur de créer des bonnes personnalités pour eux, du coup je trouve pas ça grave, mais on s'y attache pas beaucoup. Celui qui fait des câlins tout le temps, il est un peu agaçant, Mei Mei, elle est pas mal du tout. Bon, elle est pas exceptionnelle, mais elle est vraiment pas mal. La vieille, elle est là pour faire rire, voilà, elle fait pas plus que ce taf-là, mais c'est déjà bien. Les cousins, ils servent à rien. La petite fille, elle est pas mignonne du tout, hein. Moi elle me fait peur personnellement. Je sais pas si les créateurs du film voulaient la rendre mignonne, qu'on se dise « Oh, elle est chou », parce que moi non, c'est clairement pas le cas, c'est l'inverse. Le jongleur de ravioli, il est marrant, mais il est pas mal intéressant. Bref, voilà pour le petit tour d'horizon. En soi, c'est très bien, mais pas exaltant non plus. Disons que ça fait le taf, et que ça s'arrête là. Bon, parlons de mon vieil ami Kai. Kai. Qui ça? Physiquement, y a rien à redire. De couleur verte, pour faire écho au jade. Bon, il n'y a pas de signification symbolique cette fois-ci, mais ça fait quand même écho avec le palais de jade, avec ses créatures de jade, etc. C'est sympa. Et ça donne aussi un effet un peu fantomatique. Il est musclé, il est couturé de cicatrices, il inspire la crainte et transpire la force. C'est exactement ce que j'avais dit pour Tai Lung. Vous voyez que je me reprends, je me paraphrase moi-même. On en revient justement à un personnage comme Tai Lung, et c'est pas plus mal, parce que ce film est un parallèle direct avec le 1. Normal, c'est censé être la fin. En plus, là, c'est le méchant qui doit venir au héros et pas l'inverse. Du coup, c'est meilleur d'un point de vue scénaristique que Po doive attendre le danger plutôt que de partir à sa recherche en créant une armée. La tension est donc plus forte.
parce que le combat n'est pas voulu, mais inéluctable. Alors, il a un côté bestial qui est très bien pensé. On le voit souvent à quatre pattes ou bien en train de rugir. Ça le déshumanise totalement, ce qui est drôle d'ailleurs en parlant d'animaux quand même. Sa technique de combat basée sur ses lames est très originale et ça offre de très belles scènes d'action. Son aptitude à prendre le chi des autres, bon c'est une capacité un peu trop puissante, mais c'est vraiment, je trouve, une super bonne idée de se servir du chi de cette manière, de détourner complètement le principe du chi, et ça offre un vrai danger, une vraie progression vis-à-vis de Chen, c'est vraiment pas mal. Par exemple, une scie, ça sert à trancher du bois, mais on peut aussi l'utiliser pour blesser les gens, et ben c'est le message derrière le personnage de Kai. Les enseignements de Wei, c'est à lui de voir ce qu'il en fait, Shifu a choisi de faire le bien, lui il a choisi de faire le mal, le chi peut donner la vie, mais il peut aussi la reprendre. Le chi n'est donc pas une arme en soi, c'est le choix de Kai qui est dangereux. Bref, son passif avec Oogway, il est pas hyper intéressant quand on voit celui de Shen ou bien celui de Tai Lung. Cela dit, ça fait quand même un joli parallèle avec le premier opus, parce que Tai Lung se précipite vers le palais de Jade pour se venger de Shifu, et là Kai se précipite vers le village des pandas pour se venger d'Oogway. C'est pas le perso le mieux écrit, c'est sûr, mais c'était quand même bien pensé. Son thème musical, il est incroyable. Dès sa première entrée et dès les premières notes, il inspire la crainte, mais surtout le respect. C'est vrai qu'on se moque souvent de lui durant le film, ça pourrait être un point négatif, mais bon, comme c'est un personnage qui est déjà très très charismatique, on peut se le permettre. On a déjà confiance en sa puissance en tant que spectateur, puisqu'on l'a déjà vu battre Oogway et qu'on dit qu'il a battu plusieurs maîtres kung-fu. Et justement, cela dit, il en manque des scènes qui le rendraient terrifiant. Parce que c'est pas suffisant de battre 3 maîtres lambda créés juste pour ça et gruémantes. Il aurait fallu le voir dans plusieurs scènes s'emparer du chi de plusieurs maîtres, vaincus sur leur propre terrain. Ça aurait renforcé le sentiment de danger approchant inexorablement, et donc là on en revient au problème déjà cité. Donc en conclusion, Kai est un bon méchant, qui fait le taf, mais ne cherche pas à aller plus loin. Son problème, c'est qu'il n'a pas de sous-texte dans son écriture, contrairement aux deux autres. Après, je trouve que c'est carrément pardonnable, parce que le méchant de ce film, il se devait d'être surtout dangereux. C'est pas mal d'avoir un méchant qui est juste une bête vengeresse, une bête sauvage, prêt à tout détruire. C'est plus cohérent avec le message du film, et c'est pas mal en tant qu'enjeu, parce qu'on peut pas le raisonner. Ce qui est aussi un peu embêtant, c'est que ces créatures de Jade, elles sont pas dangereuses du tout. On dirait qu'ils galèrent pour tous les contrôler en même temps et qu'ils sont lents, faibles, que on dirait pas du tout que c'est des maîtres kung-fu. En fait, on en vient à penser qu'il est vraiment plus fort lorsqu'il se bat tout seul, sans aide. Pour moi, c'est vraiment un problème ça. Eh bien, parlons du coup de la musique, qui, cette fois, est faite juste par Hans Zimmer, sans son camarade John Powell. Il est aussi accompagné d'un orchestre chinois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la musique est sublime, vraiment. Hein. Je dirais qu'elle est peut-être la meilleure musique des trois, même si elle s'inspire énormément du travail déjà fait sur les 2 premiers opus. Tous les thèmes me sont restés dans la tête et me font vibrer. Il y a 3 compos vraiment importantes, qui s'inspirent peu de musiques déjà existantes, et les 3 sont vraiment folles. Le thème de Kai, le thème du village des pandas, et la musique du combat final. Dès que j'écoute le générique de fin, j'ai les poils. Hein. Par contre, ils ont tiré un peu beaucoup sur la corde du Kung Fu Fighting là dans le générique de fin. On a le droit à 3 versions différentes, ça fait beaucoup. Hein. J'ai un peu un sentiment d'overdose, mais comme j'aime beaucoup cette musique, ça passe, voilà, on pardonne. Mais c'est vrai que ils ont beaucoup tiré sur la corde. Everybody loves a panda party. Du coup, on a déjà parlé des défauts, mais attention, hein, le film est aussi bourré de superbes idées. Pour moi, c'est une très bonne conclusion à la saga. On finit sur une colorimétrie verte, rappelant la sagesse. Po devient le maître après avoir été l'élève. Po s'est enfin trouvé et a aidé les autres à se trouver eux-mêmes. Il a retrouvé son père, une vraie famille. Il n'est pas supérieur aux autres, c'est ensemble, avec tout le monde, que le chi circule. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est magnifique. Bref, c'est pas une fin parfaite, mais ça reste une très bonne fin, et on reste pas trop sur sa fin, et tant mieux, puisque pour un film qui parle tout le temps de bouffe, c'est pas mal. Du coup, je lui donne la note symbolique de 8. J'aurais pu lui donner 7,5, mais je trouve que ça fait trop peu. Après, c'est pas très clair dans ma tête à ce niveau-là. Et puis de toute façon, les notes, je vous l'ai dit, ça veut pratiquement rien dire. Mais bon, voilà, on aimerait tous se dire que c'est fini, mais non, ils vont en remettre une couche avec un 4. Et on va en parler de ça.
Skadoosh! Okay, that didn't work. I'm gonna try one more time. Skadoosh!